Meir Masri, docteur Meir Masri, bonjour Boker Tov, merci Bonjour. d'être avec nous dans notre studio ce matin. Alors pour commenter cette actualité, on va dire régionale, extrêmement tendue, extrêmement mouvementée de ces derniers jours. Alors avant de revenir sur ce qu'a dit Tayyip Erdogan et sur cette très vive tension diplomatique entre Israël et la Turquie, un mot sur ce qui s'est passé hier dans la bande de Gaza. On pensait que à l'occasion donc de cette journée de la Nakba, c'était hier, les Palestiniens allaient forcer la barrière de sécurité, foncer massivement, peut-être même donc parvenir à pénétrer en territoire israélien, en dépit de ce qui s'est passé lundi, donc et des dizaines de tués du côté palestinien. Et puis finalement, on a vu que tout cela s'est calmé. Alors, la presse israélienne, je le disais tout à l'heure, parle de l'influence très nette des Égyptiens dans ce retour au calme. On dit même que les Égyptiens ont sermonné Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas. Quel est le rôle de l'Égypte et quelle est sa relation aujourd'hui avec le Hamas ? Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire que même s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'Égypte, ça serait quand même calmé parce que le Hamas n'a plus les ressources qu'il avait auparavant, parce qu'une confrontation ouverte, c'est avant tout une question de ressources. Et la pression a été extrêmement forte, il faut dire, sur le mouvement terroriste qui contrôle la bande de Gaza. L'Égypte joue un rôle extrêmement important, ne serait-ce que parce que c'est un pays frontalier de la bande de Gaza. Le blocus qui est imposé, non pas aux Gazaouis, mais au Hamas, est imposé à la fois par Israël et par les Égyptiens. Oui, parce qu'on oublie, on parle d'aujourd'hui du blocus israélien, on oublie le blocus égyptien. Bien sûr, d'ailleurs, je veux dire, Israël n'a aucun problème à ce que l'Égypte ouvre ces checkpoints avec Gaza, mais les Égyptiens ne veulent pas. Ils ont décidé de mettre le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Ils considèrent la branche armée, en tout cas du Hamas, comme un groupe terroriste. Et si vous avez des relations avec le Hamas en Égypte, vous êtes tout de suite arrêté. Donc c'est une réalité. Maintenant, il est évident que le problème du Hamas, c'est qu'il est extrêmement divisé. Alors, ils veulent à tout prix avoir des relations avec l'Égypte parce que c'est un pays voisin et parce que l'Égypte joue un rôle important, mais en même temps, ils veulent entretenir des relations avec l'Iran. Oui. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et là, on va voir que le mouvement... Il y a une sorte de répartition. On dit que Ismaël Haniyeh est plus proche de l'Iran, que Sinwar, qui est le patron de la bande de Gaza aujourd'hui, le patron du Hamas dans la bande de Gaza, serait plus proche de l'Égypte. Oui, le mouvement est extrêmement fracturé entre ceux qui sont du côté des Iraniens. En réalité, ceux qui sont du côté des Iraniens, c'est ceux qui ont par le passé collaboré avec l'Iran et donc ils ont encore un carnet de contacts assez important et qui ont été reçus à Téhéran. C'est ça en fait, alors que ceux qui viennent d'arriver au pouvoir, qui n'ont pas entretenu des relations avec l'Iran par le passé, proches de la base du Hamas. Et la base, c'est des frères musulmans sunnites, donc extrêmement engagés dans le conflit syrien contre Bachar el-Assad, contre l'Iran qui le soutient, et qui ont, dès le départ, une prise de position assez hostile à l'Iran. Alors, en marge de cette tension, on va dire conséquence de cette tension, on a vu que Tayyip Erdogan, on va dire, je serais tenté de dire, avait pété les plombs, c'est-à-dire que vraiment, véritablement, le leader turc a eu des propos extrêmement virulents, extrêmement choquants envers l'État d'Israël, qu'il a qualifié il a accusé d'organiser un génocide du peuple palestinien, sur quoi Benyamin Netanyahu lui a très rapidement répondu. Qu'est-ce qu'il cherche, Tayyip Erdogan ? Ça fait, en fait, il y a un peu plus d'un an et demi, il y a eu un accord de réconciliation entre Israël et la Turquie, et on a vraiment l'impression que malgré cet accord, eh bien, depuis ces 18 derniers mois, eh bien, le leader turc ne rate pas une occasion d'attiser la tension avec l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il cherche ? Alors bien sûr, il y a la surenchère populiste que nous connaissons, il y a la volonté de vouloir séduire les masses arabes, mais il cherche surtout à protéger le Hamas, en tout cas le bureau politique du Hamas. Pourquoi ? Parce que ce sont des frères musulmans. On a longtemps pensé que le Moyen-Orient était divisé entre sunnites et chiites et qu'il y avait un conflit religieux qui le déchirait depuis de longues années. Mais en réalité, la réalité est un petit peu différente. C'est-à-dire que le Moyen-Orient, il faut arrêter de raisonner en termes de Moyen-Orient à deux camps, sunnites, chiites. C'est un Moyen-Orient à trois camps. Il y a aujourd'hui trois entités qui se disputent l'hégémonie de la région. Il y a l'Iran et ses alliés, nous connaissons leur politique belliqueuse et nous savons ce qu'ils veulent exactement.
leur défi du droit international, leur volonté d'expulser les Occidentaux du Moyen-Orient et de vouloir endiguer toute présence occidentale dans la région, et bien entendu leur hostilité à Israël. Et il y a aussi le camp dit sunnite modéré, qui est en réalité arabe modéré, parce qu'il n'inclut pas la Turquie, justement. Ce sont les pays arabes plus ou moins proches d'Israël, dont certains ont des relations officielles, d'autres pas encore. Et ce sont des pays qui sont pro-américains, qui sont favorables à la présence américaine dans la région, qui sont surtout favorables à la conservation de la stabilité coûte que coûte et au respect du droit international. Ces États... et puis, il y a le troisième camp que représente la Turquie aujourd'hui. C'est ça, parce que la Turquie... La Turquie n'est pas dans le camp sunnite, qu'on a souvent appelé le camp sunnite modéré, qui est en réalité le camp arabe modéré, non pas sunnite modéré. La Turquie ne fait pas partie de ce camp. La Turquie est un camp à part. C'est un camp à part, oui. C'est un État qui... Quelle est sa relation avec les États-Unis, par exemple? Il y a aujourd'hui encore, est-ce que je me trompe, il y a encore aujourd'hui des bases américaines en Turquie? C'est-à-dire qu'il y a les bases de l'OTAN, et puis il y a une collaboration étroite avec les Américains, bien entendu. La Turquie est membre du Conseil de l'Europe, la Turquie est membre d'un État et la deuxième force terrestre en termes d'effectifs terrestres au sein de l'OTAN. Et comment expliquer cela? Les manifestations qu'il y a eu avant-hier soir à Istanbul, dans ces manifestations, on scandait des slogans extrêmement anti-américains aussi. Oui. Bon, un petit peu comme dans le passé, on a pu avoir des manifestations dans des pays pro-américains au Moyen-Orient contre les États-Unis. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut comprendre que la Turquie a sa propre politique. La Turquie soutient donc tous les groupes affiliés au mouvement des frères musulmans, mais pas que. Donc, on va voir, par exemple, la relation qu'il va avoir avec le Qatar. La Turquie va très rapidement adopter le Qatar et va implanter une base militaire dès que le Qatar va se retrouver sous blocus et va rompre ses relations, ou plutôt les pays arabes vont rompre leurs relations avec lui. Et des relations également avec le parti Ennahda en Tunisie. Avec tous ceux qui est affilié de près ou de loin avec le mouvement des frères musulmans. Et là, c'est un objectif assez important pour le pouvoir en place en Turquie, et un message clair adressé au Hamas, de leur dire « on ne vous lâchera pas, vous pouvez compter sur nous ». Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, un petit peu là. Attendez, lorsqu'on dit vous pouvez compter sur nous, ça veut dire parce que le Hamas, ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est d'argent, c'est de moyens. On n'a pas l'impression. Est-ce que les Turcs financent le Hamas? Alors, justement, les Turcs, ils savent qu'une ligne est extrêmement faible, étroite, sépare le bureau politique du Hamas au mouvement terroriste. Pour nous, il n'y a aucune différence, bien entendu, parce que c'est le même corps, c'est la même tête et c'est la même idéologie. Eux, ils font la distinction. Ils ont chez eux à Istanbul le bureau politique qui était auparavant à Damas, qui a été expulsé, justement parce que le Hamas a décidé de soutenir la rébellion sunnite en Syrie en pensant que le régime de Bachar al-Assad allait chuter rapidement. C'était une erreur de tactique. Mais les Turcs ne soutiennent pas la branche armée, en tout cas pas de façon manifeste. Il n'y a pas un soutien financier, logistique à tout ce qui est lié à la branche armée. Mais pour les Turcs, il est très important de faire comprendre au Hamas, de faire comprendre à l'ensemble des mouvements des frères musulmans qui sont aujourd'hui un petit peu à l'abandon, et surtout après la débâcle en Égypte, leur débâcle en Égypte avec la chute de Morsi. Ils veulent leur faire comprendre qu'ils sont là, qu'ils vont les appuyer coûte que coûte, politiquement, peut-être un petit peu financièrement, mais en tout cas, ils sont là derrière eux. Et qu'ils ne devraient pas, justement pour les empêcher d'aller soit vers l'Arabie Saoudite, et donc de mettre un peu d'eau dans leur vin, si j'ose dire, même s'ils ne boivent pas de vin, ou alors vers l'Iran. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec une volonté de la part de la Turquie de s'impliquer dans ce qui se passe à Jérusalem? Il y a je lisais tout à l'heure un éditorial dans la presse israélienne de Nadav Shragay, qui est le spécialiste des affaires de Jérusalem, un expert en matière de ce qui se passe à Jérusalem, qui disait que Tayyip Erdogan fait venir ici très discrètement des sortes des faux touristes qui ont pour mission en tout cas d'annihiler tout signe, tout indice du massacre des Arméniens par la Turquie dans le quartier arménien, dans le patriarcat arménien à Jérusalem. Et puis, il y a une volonté d'Erdogan de mettre un pied, on va dire, sur le mont du Temple. Ça existe aussi, ça ? Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je sais que le régime turc aime bien jouer sur les symboles aujourd'hui.
surtout Erdogan. Il est assez friand de cela. Donc tout ce qui s'apparente à une présence arménienne ou chrétienne plus globalement à Jérusalem les dérange. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'on s'est habitué à dire le génocide arménien. Oui. Vous savez, on devrait dire en réalité le génocide chrétien. Parce que dans ce génocide, il n'y a pas eu que des Arméniens qui ont été massacrés. Évidemment, le gros lot, c'était les Arméniens, mais il y a aussi eu beaucoup d'Assyriens. Les Assyriens du sud de la Turquie ont été exterminés au même titre que les Arméniens, des chrétiens. Et aujourd'hui, les Assyriens sont fondamentalement en Irak. Quand on parle d'Assyriens, on pense à l'Irak. Mais en réalité, on devrait penser aussi à la Turquie, parce qu'il y a eu de très grandes communautés assyriennes au sud de la Turquie. Et la Turquie est extrêmement mal perçue par les chrétiens d'Orient depuis toujours. Ce n'est pas une nouveauté. Ouais. Exactement comme pour les Arméniens. Et pour le régime turc, évidemment, le régime turc actuel, tout ce qui peut rappeler cette présence chrétienne est quelque chose qui dérange. Il y a une volonté de retour un petit peu aux images liées à l'Empire ottoman, aux vieilles représentations qui séduisent aussi les Arabes. Et les Turcs, d'ailleurs, n'arrêtent pas de diffuser des feuilletons dans le monde arabe, doublé en langue arabe. Et ça séduit beaucoup de masses. Alors, ils n'ont pas eu de chance parce que l'essoufflement du mouvement islamiste global au Moyen-Orient, à l'issue du printemps arabe, leur a causé beaucoup de torts. Ils n'ont plus de relations diplomatiques avec un pays comme l'Égypte. Ils n'ont aucune présence en Syrie, par exemple. Ils sont extrêmement mal perçus au Liban. Ils ont encore des relations diplomatiques avec le Liban, mais leur influence s'est beaucoup amoindrie. Alors, ils cherchent, à travers des petits groupes comme le Hamas, à essayer d'avoir un pied dans la région et dans tous ces pays où, il y a encore 4 ou 5 ans, ils avaient une influence grandissante. Mais moi, j'ai envie de dire une chose. C'est que si les Turcs sont si opposés à la décision de transfert de l'ambassade, c'est très bien qu'ils s'opposent aux Américains, qu'ils rompent leurs relations diplomatiques avec les États-Unis, qu'ils rappellent leur ambassadeur à Washington, ils ont expulsé l'ambassadeur israélien. C'est extrêmement élevé comme sanction diplomatique. On commence déjà par rappeler son propre ambassadeur, mais alors expulser l'ambassadeur du pays partenaire, c'est un niveau assez musclé. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait de même avec les États-Unis? Après tout, ce sont les Américains qui ont voulu transférer leur ambassade. C'est une décision souveraine de la part des États-Unis. Donc cette façon de vouloir taper sur Israël et tout en conservant d'excellentes relations avec les Américains, parce que ça risque de pas plaire à Donald Trump. Ils ont critiqué Trump. C'est-à-dire que c'est absurde sur le plan diplomatique, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, une dernière question, parce que c'est presque passé à l'as dans le cadre de l'actualité très tendue régionale de ces derniers jours. Il y a eu des élections en Irak. Et ce sont des élections qui ont modifié la donne en Irak. Qui gouverne en Irak? Quelle tendance on en parle plus souvent de l'Irak, mais on peut dire un mot là-dessus? Oui, alors il y a eu des élections effectivement en Irak. Ce ne sont pas les premières depuis 2003, depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Ce sont les premières élections qui interviennent après la chute du groupe État islamique. L'Irak fonctionne aujourd'hui à la proportionnelle intégrale, comme Israël. C'est un État démocratique. On peut dire que l'Irak a connu sa transition démocratique en 2003. C'est vrai, malgré les attentats, malgré le terrorisme, malgré le conflit civil qui déchire le pays et malgré les incessantes ingérences extérieures. Mais il y a un fait qui est là, c'est que l'Irak est devenu aujourd'hui un État démocratique avec des élections législatives, avec une alternance au pouvoir. L'Irak a connu 4 premiers ministres depuis 2003, appartenant à des partis politiques différents, à des listes différentes. Et aujourd'hui, il a connu ses élections législatives pour la 4e fois depuis 2003. Il y a une grande diversité au sein du nouveau Parlement irakien. Toutes les forces sont à peu près représentées. Il y a également un système de répartition confessionnelle un petit peu à la libanaise, selon un mode de quotas. Donc toutes les communautés sont représentées. Les Kurdes jouent un rôle extrêmement important en Irak. On a souvent dit que, notamment, vous vous rappelez, au mois d'octobre, lors du référendum unilatéral au Kurdistan irakien,
On a souvent tapé sur le pouvoir central à Bagdad, notamment en Israël, où on était solidaire avec la décision du gouvernement kurde, du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Mais même dans l'actuel Irak, les Kurdes sont une composante majeure. L'Irak d'aujourd'hui n'est pas un État arabe. Selon sa propre constitution, c'est un État binational arabo-kurde, où les Kurdes détiennent le poste de président de la République. Selon la coutume, depuis 2003, un petit peu comme au Liban, les grands postes sont répartis entre les trois grandes communautés. En Irak, c'est exactement la même chose. Le Premier ministre est chiite, le président du Parlement est sunnite, arabe chiite, et le chef de l'État, le président de la République, est un poste honorifique comme en Israël, est un Kurde. Et tout cela fonctionne plus ou moins bien aujourd'hui. Oui. Et l'influence iranienne, contrairement aux apparences, n'est pas totale en Irak. Les plus grands mouvements chiites en Irak ne suivent pas la doctrine de gouvernance iranienne de Velayat et Faqih, selon laquelle le guide suprême de la révolution iranienne est le chef que tout le monde doit suivre. Donc là aussi, il y a des changements intéressants. Il y a des changements assez intéressants. Et du côté d'Israël, je veux dire, alors la situation n'est pas aussi encourageante qu'avec l'Arabie Saoudite, mais il y a quand même une avancée. À titre d'exemple, je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Alors, on sait très bien que l'ancien président Shimon Peres a rencontré le président irakien à 2 reprises, au moins à 2 reprises officiellement, Jalal Talabani, dans le cadre de l'Internationale socialiste. Et au ministère des Affaires étrangères également, en Israël, je le dis parce qu'il n'y a rien de confidentiel là-dessus. Vous savez, il y a tous les sites, les pages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. On voit la représentation des Irakiens est extrêmement importante. Plus d'un tiers des internautes qui se connectent sur les pages de Ministère d'Arquds en langue arabe sont des Irakiens, alors que l'Irak ne représente même pas 10% du monde arabophone. Et puis, il y a des relations entre la société civile israélienne, notamment des associations de juifs irakiens et la société civile irakienne. Aujourd'hui, ce n'est plus interdit comme par le passé. Il faudra explorer en fait ce canal. Effectivement, c'est intéressant. On n'en parle pas souvent de l'Irak. C'est intéressant, c'est important d'en avoir parlé dans le cadre de ces élections. Merci beaucoup, Dr Amir Masri, d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio.